Bienvenue, mesdames. Merci d'avoir accepté notre Il y a invitation. des escaliers de l'autre côté. Ah. Mais quelle audace! Oh là là! On parlait de désobéissance, on est dedans. Il y a des escaliers là, Prenons place. par là. Bonne table ronde à toutes. Je vous laisse un deuxième micro. Donc, je suis ravie de vous accueillir pour cette table ronde qui s'intitule « L'argent sans tabou, comment construire sa sécurité financière ?» J'ai une question avant de commencer. Quand je vous parle de sécurité financière, qu'est-ce que ces deux mots évoquent pour vous ? Est-ce que le cœur se met à palpiter? Est-ce que vous êtes plutôt sereine? Est-ce que ça vous fait penser à votre salaire, à votre épargne, à vos investissements, au fait de pouvoir acheter tout ce qui vous fait plaisir? Peut-être un petit peu de ça, et encore plus. C'est toutes ces thématiques que nous allons aborder aujourd'hui, avec 3 regards complémentaires. Donc, je vais vous présenter les 3 participantes à la table ronde. Bonjour Christelle. Bonjour Marie. Christelle Mossac. Voilà, Christelle Mossac, je suis coach et formatrice financière et je suis maman lyonnaise. Voilà. Mélanie Henriquez. Salut, merci pour l'accueil. Donc moi, Mélanie Henriquez, je suis cofondatrice d'une société qui s'appelle Investir comme elle, où j'accompagne les femmes à faire des investissements immobiliers. Et Stéphanie Roche. Bonjour à tous et à toutes. Donc Stéphanie, oui. Et du coup, moi, j'ai 2 casquettes. Je suis travel planner indépendante et en parallèle, je suis chef de produit dans la santé dans un laboratoire pharmaceutique de la région. Stéphanie est ce qu'on appelle une slasheuse avec une activité à la fois salariale et entrepreneuriale. Bienvenue à vous, mesdames. Bienvenue à vous dans le public. Alors non, je ne vais pas vous demander combien vous gagnez, combien vous avez en épargne. J'ai failli, parce que j'ai un côté un petit peu punchy, mais je me suis dit que ça pourrait vous mettre mal à l'aise, parce qu'il paraîtrait que l'argent est parfois tabou. Alors l'idée dans cette table ronde, c'est d'enlever le tabou de l'argent et d'oser parler d'argent. Bienvenue, comment construire votre sécurité financière. Mesdames, on va commencer pour mieux vous connaître. Peut-être vous pourriez nous raconter, est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment particulier de votre vie qui a fait que vous avez commencé à vous intéresser à cette notion de sécurité financière? Alors, à la base, moi, j'étais cadre dans la fonction publique. Donc, la sécurité, ça me connaissait. Et puis, à côté de ça, j'étais aussi investisseuse en immobilier depuis jeune, hein, à l'âge de 25 ans. Mais je dirais que mon plus gros déclic en termes de sécurité financière, ça a été mon divorce, ma séparation qui a commencé, parce qu'un divorce, ça prend du temps. Mais en tout cas, à mes 42 ans, annonce de cette séparation qui était subie de mon côté. Et c'est vrai que là, ça a été déjà traumatisant sur la partie émotionnelle. Mais j'étais entrepreneur à ce moment-là, j'avais quitté la fonction publique. Et c'est vraiment cette sensation où vous dites, toutes les cartes sont rebattues. C'est-à-dire que même si vous avez cette impression de vous sentir en sécurité parce que vous avez investi en immobilier, parce que vous avez des livrets d'épargne, etc. Mais mine de rien, c'est là où je me suis dit, quelque part, OK, en fait, tout peut changer très rapidement. Et c'est là aussi, d'ailleurs, où je me suis rendu compte que, quelque part, moi qui avais quand même, de par ma maman, ce degré, cette volonté de me sentir autonome financièrement, je me sentais, quelque part, dépendante financièrement de mon mari, parce que là, quand vous dites que l'autre part, OK. Et le déclic, ça a été quand mon avocate m'a demandé, Madame, maintenant, il va falloir faire une cartographie de vos placements. J'étais pas très au clair sur tous les placements qu'on avait. On n'avait pas non plus 500 000, mais j'étais pas vraiment au clair. Et votre estimation retraite? Ah, on peut estimer ça? Je suis vraiment tombée des nues, en fait. Je ne savais même pas qu'on pouvait aller sur Info Retraite pour calculer sa retraite, parce que pour moi, c'est dans longtemps la retraite. Et quand j'ai vu le chiffre, je me suis dit, il y avait un côté un peu difficile à regarder ce chiffre et un côté aussi libérateur dans le sens où je me dis, OK, normalement, les règles du jeu actuelles, parce qu'on est bien d'accord que ce que vous voyez maintenant, ça ne préfigure pas de votre montant de retraite que vous allez vraiment toucher dans 20 ans, parce que si ça se trouve, ça peut bouger au niveau politique. Mais en tout cas, je me suis dit, OK, c'est ce chiffre-là. Qu'est-ce que je fais maintenant concrètement pour faire bouger les lignes, pour pouvoir compléter, pour prendre les choses en main? Merci Christelle, on voit qu'il y a une histoire de temporalité, de ce qu'on nous a transmis, de l'instant T qui peut changer à chaque instant, et aussi de projection un petit peu dans le futur.
D'ailleurs, je voulais vous inviter à prendre en compte votre propre situation et à poser l'intention qu'à la fin de cette table ronde, vous n'ayez pas été seulement spectatrice, mais vous soyez prête à passer à l'action avec une ou deux décisions vous concernant. OK? Deal? Vas-y Mélanie, le déclic, voilà, pour toi, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu te retrouves sur scène? Oui. Alors moi, le déclic, c'est bien, ça fait la passation, tu parlais de retraite. C'était quand j'ai appris que ma mamie touchait 376 € par mois de retraite. Donc autant vous dire, les filles, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, on ne vit pas avec ce montant de retraite. Par chance, mon papy a travaillé à l'usine toute sa vie et touche aujourd'hui 2 000 € de retraite. Donc ce qui vient complètement l'aider et compléter. Mais si en tout cas il n'y avait pas eu mon papy, eh bien ça aurait été mon père, les frangins, les fils, voilà, qui auraient dû aider ma mamie. Donc à ce moment-là, je me dis waouh, comment faire pour que ce soit pas un problème pour moi, égoïstement, demain, la retraite. Donc à cette époque-là, je vous parle de ça, c'était il y a 8 ans à peu près. Et je suis allée sur Google. ChatGPT, ça n'existait pas. Hein. Claude et tout ça, ça n'existait pas. J'ai l'impression que j'ai 148 ans quand je dis ça, mais c'est vrai que ça n'existait pas. C'était il n'y a pas si longtemps. Et sur Google, j'ai tapé comment préparer sa retraite. Et là, je suis tombée sur l'immobilier. L'immobilier sous toutes ses formes. Voilà. Et j'ai commencé à m'informer. Je continue ou j'ai encore le temps? Tu me dis. Hein. Un petit peu. Ok. On aura l'occasion Je veux être... du coup, j'ai commencé à m'informer et moi, quand j'ai un sujet qui m'intéresse, je vais voir des vrais gens. Donc, c'est-à-dire que je me suis rendue à un IMO After Work où j'ai rencontré Christelle d'ailleurs, incroyable, il y a 8 ans. Et là, j'ai rencontré des gens qui investissaient dans l'immobilier. Et là, je me suis dit, ok, en fait, il y a un espèce de monde parallèle qui se crée en parallèle de moi, mon monde, du salariat, du CDI classiquement, où les gens investissent dans l'immobilier et se créent un patrimoine pour préparer leur retraite. Voilà. Et c'est là que ça a commencé pour moi. Merci. Et toi, Stéphanie? Alors moi, le déclic, c'était il y a 6 ans maintenant, suite à un cancer où du coup, je me suis posée en fait sur... on se pose beaucoup de questions existentielles après ce genre d'épreuve. Et du coup, je me suis dit, au final, quel sens je veux donner à ma vie et qu'est-ce que je veux en faire demain? Et c'est vrai que donc j'avais cette casquette salariat en me disant, voilà, qu'est-ce que j'apprécie dans le salariat et qu'est-ce qui me manque en fait au quotidien? Et tu l'as dit tout à l'heure, je suis une slasheuse, donc en fait, avoir un seul métier, c'est juste inconcevable pour moi. Et du coup, j'ai fait le tri dans le salariat de ce qui me convenait pour recadrer et oser dire en fait ce qui m'allait et ce qui m'allait pas, et de créer via l'entrepreneuriat en fait ce qui me manquait, avec toujours ce fil rouge de dire d'aller aider les autres, parce que j'aide dans la santé et j'aide dans le voyage. Donc voilà le déclic. Merci Stéphanie. Si vous deviez résumer pour vous, qu'est-ce que c'est la sécurité financière? Ces deux mots qui sont dans le titre, est-ce qu'on peut réellement se sentir en sécurité financière? Et j'ai choisi de mettre sécurité financière. J'ai failli, pour le titre, mettre liberté financière. Mais c'est un autre niveau. Là, on est sur, pour moi, le point de départ. C'est vrai qu'au début, quand je me suis plongée sur la partie investissement, c'était plutôt liberté que j'avais en tête. Et la sécurité, elle n'est venue que suite à ce qui s'est passé dans ma vie d'ordre personnel. Pour moi, la sécurité, et plus j'avance dans l'entrepreneuriat au niveau perso, plus je me dis la sécurité financière, pour moi, c'est la sécurité intérieure. Notre mental va toujours chercher à, ok, en fait, concrètement, comment je peux faire pour augmenter mon niveau de vie, comment je peux faire pour diversifier, pour gagner plus, parce que je vais me sentir plus en sécurité si j'ai mon livret A, mon LDD rempli, une assurance vie, etc. Mais en fait, je le vois à chaque fois, c'est pas ce que vous avez dans vos comptes qui importe, c'est votre sentiment de sécurité que vous avez en vous, que vous construisez en vous. Est-ce que tu veux dire que, par exemple, quelqu'un qui gagnerait 50 000 € par mois pourrait ne pas se sentir en sécurité financière? Évidemment. Évidemment. En fait, j'accompagne des clientes qui ont des niveaux de matrimoine totalement différents. J'en ai certaines qui gagnent très peu, limite RSA, et puis j'en ai d'autres qui ont des matrimoines à hauteur, alors je dis matrimoine et pas patrimoine, hein, vous l'avez entendu, mais qui qui ont un matrimoine à hauteur de plus d'1 million d'euros et qui n'en avaient d'ailleurs même pas connaissance, et pour autant, le niveau de sécurité n'est pas du tout là. Et d'ailleurs, on en parle souvent aussi des gagnants au loto.
Hein, c'est gagnant au loto, c'est pas forcément ceux. D'ailleurs, souvent, ce sont ceux qui se sentent à ce moment-là le plus en insécurité. En insécurité parce que, l'une des peurs, c'est j'ai peur de changer, j'ai peur de perdre mes relations en gagnant autant d'argent, et j'ai peur de perdre cet argent. J'ai peur de mal faire, j'ai peur de perdre. Ouais. Donc, voilà. Et oui, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'éducation financière. Et la sécurité financière, pour vous? Alors, moi, je te rejoins complètement. J'accompagne des femmes. On a accompagné à ce jour à peu près plus de 200 femmes aujourd'hui. Et tu as des femmes qui ont 20 000 euros sur leur compte et d'autres qui ont 200 000 euros sur leur compte. Et elles ne ressentent pas à l'intérieur la sécurité financière. Donc, 100% d'accord avec ce que tu dis. Pour moi, ça vient de l'intérieur, c'est-à-dire bien dormir la nuit, peu importe l'argent que tu as sur ton compte. Et après, il faut revenir quand même au factuel, un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut revenir à votre besoin. Aujourd'hui, vous avez besoin de combien pour vivre, mais pour vivre bien, pas pour vivre en vous serrant la vis, en ne partant pas en voyage, en ne vous faisant pas plaisir dans la famille, en faisant pas de resto, etc. C'est plutôt aujourd'hui, quel est le niveau de vie que je veux atteindre. Donc là, on fixe un chiffre, un montant, et en fonction de ce montant, derrière, on va sélectionner des stratégies qui vont vous permettre de développer de l'argent pour vous sentir plus sereine, plus en sécurité ou plus en kiff, en fait, tout simplement. Merci. Alors moi, je rejoins évidemment tout ce qui a été dit, parce qu'on est plutôt alignés en fait aujourd'hui. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment le ressenti aussi à l'intérieur. C'est avant tout de se sentir bien, comme tu disais en fait, Christine. Je crois que c'est important parce que quand on se sent bien dans ce qu'on fait tous les jours et qu'on trouve le sens en fait de nos actions, et peu importe qu'on soit aujourd'hui salarié ou entrepreneur, en fait, je pense que on est plus à même d'être ouverte aux opportunités et du coup de se poser les bonnes questions et de manière beaucoup plus réfléchie que quand on a en fait la pression de juste se dire voilà qu'est-ce qu'il y a sur le compte, etc. Et c'est vrai que parfois ça peut aussi faire peur de prendre le temps de se poser et de réfléchir, mais en fait parfois c'est nécessaire, je trouve, pour aller de l'avant. Et de mon côté, en tout cas, ça a pris du temps. Ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus. C'est vrai que quand on fait des choix de vie ou quand on a aussi un événement perso qui arrive, bah, ça se fait pas du jour au lendemain, et qu'en fait, on fasse le choix demain de rester salarié ou qu'on passe le cap de l'entrepreneuriat, ça sera pas rose du jour au lendemain. Enfin, je pense qu'on va en parler après, mais si vous pensez que vous allez devenir riche en étant entrepreneur, bah voilà, du coup, on va vous le dire tout de suite, c'est pas vrai. Ça peut arriver, mais en tout cas, pour moi, c'est pas l'objectif. En tout cas, c'est ma vision. Et donc voilà, donc la sécurité, c'est d'abord de se sentir bien pour oser faire les bons choix, et après de se faire accompagner, parce que parfois seul, on se dit non, c'est bon, j'ai pas d'argent à investir parce que je suis seule, parce que je me lance. Mais en fait, parfois investir, c'est aussi pas qu'investir dans son entreprise, c'est investir aussi dans sa vie. Et je pense que bah voilà, c'est tout le sens qu'on y donne. Merci. Justement, l'idée, c'est, on voit qu'il y a plusieurs parcours et que l'argent, il y a des motivations différentes. Parfois, c'est parce qu'il y a des événements de vie. En tout cas, ça nécessite à un moment de faire un bilan. Donc, le fameux de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie de gagner par rapport au niveau de vie que j'ai envie d'avoir. Et puis ensuite, il y a aussi la question du comment. Et donc, dans le comment, c'est un petit peu ce que tu as évoqué, Stéphanie, à savoir le salariat, l'entrepreneuriat, peu importe, il y a encore plein d'autres façons d'aborder la notion de l'argent et on va continuer à creuser. Donc, le pourquoi et le comment, deux questions différentes. Justement, en termes de décision, parce que le constat, c'est bien, mais ensuite, vous êtes toutes passées à l'action derrière. Donc, est-ce qu'il y a eu une décision qui a été un tournant dans qui a eu un tournant pour vous emmener vers cette sécurité intérieure? Alors, c'est rigolo parce que le tournant, c'est le nom de mon blog, Nouveau Tournant. Donc là, ça va, ça vient me chercher, là. Effectivement, en fait, pour moi, le tournant, je pense que ça a été vraiment quand j'ai quitté la fonction publique pour l'entrepreneuriat. Et là, pour moi, ce qui est vraiment venu me chercher, c'était mes enfants. Mes enfants âgés à ce moment-là de 3 et 5 ans, tout petits. Et je me suis dit, mais je ne les vois pas grandir. J'ai l'impression de passer à côté de leur jeunesse. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour être plus dispo? Et à ce moment-là, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat.
avec tous les défis que ça peut représenter. Donc, je ne cherchais pas forcément la sécurité intérieure à ce moment-là, mais je cherchais plus cet enrichissement intérieur et de passer beaucoup plus de temps avec mes enfants. Ça a été mon vrai leitmotiv. Donc, d'une façon générale, je dirais que voilà, faut vraiment chercher en soi quand on est dans cette phase de OK, soit je change de boulot ou soit je me lance dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça vient vous chercher? Quelles sont vos priorités, ce que j'appelle nos priorités hautes, nos valeurs, vraiment ce qui fait sens pour nous. Et souvent, ça va être les proches. Après, ça peut être la liberté d'une façon générale. Ça peut être voyager aussi, avoir plus de souplesse au niveau de nos déplacements. Voilà, vraiment de chercher ce qui vient vous chercher, justement, au fond de vous. Justement, Stéphanie, le voyage, je vais faire la transition, c'est la thématique de ce que tu as créé. Est-ce qu'il y a eu une décision qui a fait que tu es passé à l'action? Alors, si on reprend les deux casquettes avant d'aller là-dessus, c'est le comment, en fait, on va vers cette sécurité financière. Et c'est un point qu'on avait échangé avant, c'est l'argent, c'est pas tabou, en fait. On veut nous le faire croire, des gens en entreprise, mais en fait, on en revient toujours à oser. Et moi, je pars du principe, en fait, que si on ne demande rien, on n'a rien. Donc, j'ose tous les jours, enfin, peut-être pas tous les jours, sinon ma chef, je pense qu'elle en aura un petit peu marre. Mais en tout cas, régulièrement, de se dire, en fait, de revaloriser et de mettre en avant ses compétences et de renégocier son salaire. Et du coup, pour moi, c'est quelque chose que je m'applique à faire depuis du coup 6 ans, en fait, de se dire, en fait, il ne faut pas prendre pour acquis ce qu'on nous donne, mais toujours penser, en fait, si je suis toujours des centres d'entreprise depuis 18 ans, c'est qu'il y a peut-être du sens derrière. Et du coup, valorisons les compétences. Et puis, du coup, après, pour passer sur l'entrepreneuriat, c'est vrai que là, c'est plutôt le sens que les personnes viennent chercher avec moi. Parce qu'en fait, organiser un déplacement professionnel ou ses vacances, dans l'absolu, je vais dire une vérité que tout le monde sait au fond de lui, c'est que tout le monde sait faire. Mais après, est-ce qu'on a le temps? Est-ce que c'est notre priorité et notre choix de vie? Pas forcément. Et du coup, les personnes qui viennent me voir, en fait, c'est pour justement s'autoriser à faire des choses qui sont plus prioritaires pour elles, quand bien même elles savent organiser. Donc, je suis là pour leur faire gagner du temps, les aider à organiser, se coordonner. On n'est pas tous de la même manière organisés, ou en tout cas, on ne sait pas faire les bons choix pour soi-même. On en revient toujours aux objectifs, aux besoins, aux priorités. J'ai pris récemment sur un post sur LinkedIn un exemple, en fait, qui aurait pu être un défaut. Et du coup, je finirai là-dessus pour laisser après la parole. C'est que la seule fois, mais du coup, je suis partie à Stockholm. J'ai fait le choix d'une chambre sans fenêtre. Et du coup, sur Booking, on pourrait se dire, ouais, c'est un défaut, ça va être super nul. Seulement, il faut savoir que la nuit ne se couche pas, en fait. Où elle se couche une partie de la nuit et l'autre moitié. Donc, en fait, j'ai fait un choix stratégique par rapport à un besoin qui était celui du sommeil. Si on ne dort pas, en fait, on ne vit pas correctement. Et donc, entre fermer les volets ou ne pas avoir de fenêtre, je me suis dit, tant qu'à faire, je paierai moins cher. Et du coup, j'aurai pas de fenêtre et ça va pas me gêner parce qu'au final, je vais fermer les yeux. Donc tout ça pour dire que de penser à ces besoins, que ce soit nos propres besoins, ou en tout cas ceux de mes clients, c'est leur faire penser en fait à des choses auxquelles ils ne penseraient pas. Et j'ai entendu des bah oui, il n'y avait pas de fenêtre. Mais en fait, ça s'est super bien passé et j'ai beaucoup mieux dormi que mes voisins qui en avaient une. Merci Stéphanie pour cet exemple. Et on voit aussi l'importance de la connaissance en voyage, mais aussi de la connaissance financière. Je reparlais encore une fois de l'éducation financière. Il n'est jamais trop tard. Bravo d'être dans cette salle, bravo d'écouter ce replay. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie de vous enrichir sur ces notions-là. Et toi, Mélanie, du coup, un déclic? Alors, je dirais que le premier déclic, ça a été d'investir sur moi. C'est-à-dire d'aller à cette soirée immobilière où je connaissais personne, ni le sujet, ni les personnes autour de la table. Et je me souviens encore du prix de la soirée, c'était 57 €. Ça me paraissait complètement fou d'investir cette somme-là, 57 balles. Je m'étais dit, mais dans quoi tu te lances? Tu payes ce montant-là pour aller discuter avec des gens que tu connais pas sur un sujet qui t'intéresse, mais tu ne sais pas ce qui va se passer. Et ces 57 € se sont transformés 8 ans plus tard en 2 millions. Donc, je vous le dis là, non pas pour étaler, mais pour vous montrer que parfois l'investissement sur soi, ça permet vraiment de passer des steps. Donc, n'hésitez pas à investir de l'argent sur vous, en formation, en coaching, en accompagnement, peu importe avec qui. Parce que moi, ça a été un game changer et je vous le présente là aujourd'hui.
Et suite à cette soirée des 57 € que j'avais mis sur la table, j'ai rencontré des investisseurs immobiliers qui m'ont expliqué des choses et j'ai réalisé mon premier investissement immobilier de toute ma vie. Et c'est grâce à ça qu'a commencé l'histoire, quoi. Voilà. Je confirme. De mon côté, l'argent, comme je l'ai peut-être dit, ne m'intéressait pas spécialement. J'étais salariée. Il y avait de l'argent qui arrivait tous les mois sur mon compte. Je me posais pas beaucoup plus de questions que ça. Je me posais pas de questions sur ma sécurité financière. Le déclic pour moi, ça a été la volonté de devenir entrepreneur. Je l'étais déjà, mais à temps plein. Là, il y avait du coup l'arrêt du salaire et donc c'est ce qui m'a motivée. Et là, je me suis fait accompagner. C'est pour ça que je parle de ça. C'est que je me suis dit, Marie, ça t'intéresse tellement pas que le but d'une entreprise, c'est quand même de gagner de l'argent. Il va falloir que tu t'intéresses à ce sujet. Et j'ai investi plusieurs centaines d'euros pour me faire accompagner, pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette notion un peu abstraite pour moi, l'argent. Et une des prises de conscience les plus fortes, ça a été de me dire, dans mes croyances, avoir de l'argent, c'est ne plus être écolo. Vous savez, l'image que les riches polluent la planète. L'écologie est une de mes valeurs fortes et donc je me suis dit, du coup, ça m'a toujours bloquée, ou en tout cas, j'ai jamais eu cette volonté de faire des soirées à 57 € sur l'immobilier parce que j'avais cette croyance inconsciente. Donc évidemment, je l'ai déconstruite. Évidemment, aujourd'hui, je suis ouverte à gagner beaucoup d'argent car je sais que c'est quelque chose qui pourra me permettre d'avoir de l'impact dans la valeur qui me tient à cœur, qui est l'écologie. Et donc, justement, ça me fait la transition sur la partie quelles sont les croyances que vous aviez, que vos clientes ont, que vous avez peut-être dans la salle sur l'argent en général, sur qu'est-ce qui nous bloque finalement, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas tous pris ce sujet en main, qu'on n'est pas tous passés à l'action et qu'on ne se sent pas tous hyper sereins sur cette thématique. Ouais, il y aurait beaucoup de choses à dire. Les 3 premières, les 3 plus grosses. Je vais en dire au moins 2. Moi, ce qui me vient déjà, c'est je me sens incompétente. Je n'ai pas assez de connaissances pour pouvoir investir, par exemple, pour pouvoir entreprendre. Mais là, je vais parler plutôt d'investir. Et c'est vrai, on manque d'éducation financière, mais il n'est jamais trop tard. Et d'ailleurs, souvent, ce que je vois auprès des femmes que j'accompagne et que je côtoie, c'est que souvent, à partir de 40 ans, c'est un peu l'effet crise de la quarantaine, mais version femme et version argent. C'est OK, bon, jusqu'à maintenant, je m'y intéressais pas, ou en tout cas, je m'y intéressais, mais pour gérer les dépenses du foyer, hein, évidemment. Mais là, j'ai vraiment envie de prendre les choses en main. Alors, je vous parle de divorce, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être burn-out, ça peut être reconversion professionnelle, ça peut être maladie. Enfin bref, en tout cas, des déclics où on se dit, puis les enfants deviennent grands, et on se dit, ben maintenant, qu'est-ce que je peux faire en fait? Comment je peux apprendre, non pas à dépenser, c'est ce qu'on dit souvent sur les femmes, hein, les jeunes filles ont appris à dépenser, à gérer le foyer, à prendre soin des autres. Et comment je peux maintenant apprendre à faire fructifier, à créer de l'argent? Voilà. Et donc, effectivement, ça revient à je peux m'éduquer. Donc, la croyance de se dire c'est trop tard, etc. Non, je peux vous le dire, à 40 ans, à 50 ans, 60 ans, il n'y a pas d'âge, en fait, vous pouvez le faire. Donc, c'est une façon de prendre soin de sa santé financière pour rester dans le prendre soin qui est notre vocabulaire assez général. Et il y a une deuxième chose que je voulais vraiment vous partager aussi, ce qui revient très souvent, c'est j'ai pas assez d'argent pour pouvoir investir. Mais en fait, ce n'est pas une question d'argent. En fait, vous pouvez investir à partir de 1 € en bourse notamment, même d'ailleurs en ouvrant une assurance vie, c'est de l'investissement en tant que tel. Donc en fait, vous pouvez investir avec quelques euros. Donc ça ne dépend pas en fait de votre niveau de rémunération. Ça dépend plutôt de qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous le faites en fait, qu'est-ce qui vous motive pour pouvoir le faire. Mais c'est encore une fois l'argent finalement, c'est pas le moteur au départ. Dans les freins, les croyances. Est-ce que vous vous êtes reconnu déjà dans ce que Christelle a partagé? Je vois des hochements de tête. Ouais. Alors moi, le frein qui revient systématiquement auprès des femmes qu'on accompagne, c'est j'ai peur de perdre de l'argent. C'est j'ai un capital, j'ai transpiré pour l'avoir, j'ai bossé pour ça, et si je fais le mauvais choix et que je perds, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, cette manière de réfléchir, de penser, ce point bloquant amène à l'immobilité, c'est-à-dire qu'il y a des femmes, beaucoup de femmes, qui gardent de l'argent
sur des livrets, sur des placements quelconques qui ne rapportent pas grand-chose, mais pendant plusieurs années, des dizaines, voire même 20 ans. Et en fait, c'est cet état d'immobilité qui vous fait perdre de l'argent. Parce que garder de l'argent comme ça sur les comptes, ça ne vous rapporte rien. Il vaut mieux effectivement monter en compétence pour que vous puissiez apprendre à investir les premiers euros. Donc Christelle parlait de bourse, moi je ne suis pas hyper fan, mais je peux que parler de ce que je connais, c'est-à-dire l'investissement immobilier. Donc faites de l'investissement, utilisez le levier bancaire pour pouvoir vous enrichir. Et c'est ça qui va changer votre vie foncièrement. Et pour aller au-delà de ces peurs, il faut faire le premier pas. Oser, j'aime bien ce mot, oser. Faire le petit premier pas, même si c'est un orteil dans la piscine, allez-y, faites ce premier pas. Allez discuter avec des investisseurs. Si ça se trouve, c'est juste ça, le premier pas. Et ça peut changer votre vie, quoi. Voilà. Oser. On revient à oser. Le déclic, non, plutôt les freins. Je crois que le premier frein, en tout cas, si je prends mon exemple personnel, et quand on est salarié, c'est de se dire, voilà, je ne suis pas capable de faire autre chose, en fait. On peut avoir ce sentiment de sécurité en entreprise où on est protégé, où on a nos habitudes, où on pense que c'est bien. Alors moi, j'ai eu le déclic qui fait que je me suis rendu compte de ce qui était bien et ce qui n'était pas. On n'en a pas tout le temps conscience, mais en tout cas, c'est de se dire que parfois on ne se sent pas capable. Un peu, on retrouve le syndrome de l'imposteur. Est-ce que vraiment je suis capable de faire autre chose? Et du coup, j'aime bien ce que tu dis, Mélanie. En fait, on en revient à oser, en fait. Et de savoir prendre soin de soi et d'oser, en fait, on se dit, voilà, j'en suis pas capable. Pourquoi j'en serais capable au final? Et donc ça, c'est un frein, je pense qu'encore beaucoup ont et par lequel on passe tous à peu près, même que ça soit 5 secondes ou plus longtemps. Mais je pense que c'est le premier frein. Et puis après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai pas créé mon entreprise pour la sécurité financière. C'est pas pour ça que je l'ai fait. En tout cas, c'est pas ce qui me motive au quotidien. C'est ma sécurité et ma santé en fait au sens large. Bien entendu, un peu comme toi, comme tu disais tout à l'heure. En fait, oui, il faut s'y intéresser. C'est important et du coup, après, on est plus ou moins plongé dedans. Je pense, Christine, ça m'a refait penser à ce que tu disais tout à l'heure, où moi, c'est vrai que mes parents m'ont poussé un petit peu en me disant, tiens, investis pour ta retraite. Ils m'en ont parlé il y a 15 ans. Donc l'immobilier, oui, j'ai investi. Aujourd'hui, je me dis, bon, voilà, ça commence à me saouler, je vais peut-être faire autre chose. Mais en tout cas, c'est de se challenger, de se poser des questions et pas se dire qu'on a choisi une voie, qu'il n'y en a qu'une seule et que c'est pas que tout le monde fait ça, qu'il faut faire pareil que tout le monde. Donc oui, il y en a qui vont kiffer travailler dans le salariat. Il y en a d'autres qui vont kiffer d'être entrepreneurs, et je le dis comme ça. Et il y en a qui vont kiffer d'avoir 3, 4 métiers et d'investir de différentes façons. Et je trouve ça chouette qu'on ait différentes visions en fait aujourd'hui. Mais on en revient toujours à oser. Et je crois que c'est le premier pas en fait. Il n'a pas besoin d'être grand. La méthode des petits pas, ça marche très bien aussi. Merci Stéphanie. On voit que tu as parlé en plus de compétences, de se sentir capable. Il y a une histoire à la fois de confiance en soi, mais aussi de compétences transférables, d'apprentissage. Et je pense que vous êtes au bon endroit dans cet événement. Il y a vraiment tous les acteurs pour vous accompagner, non seulement à prendre conscience de ce que vous avez déjà, de ce que vous avez déjà acquis, qui est déjà à l'intérieur de vous. Et ensuite, si vous avez envie de vous former, il y a de très beaux partenaires à aller rencontrer justement pour voir toute cette partie qui peut être encore à découvrir. Et je voudrais reposer la question parce que peut-être parmi vous, il y a des salariés. Tu parlais d'oser. Donc, encore une fois, oser négocier son salaire. Qu'est-ce que tu dirais, Stéphanie, à quelqu'un qui dit « mais moi, je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais négocié mon salaire. Et puis en plus, ils sont déjà sympas de m'avoir donné un salaire. Et en plus, tous les mois. » La petite voix, elle vous parle comme ça aussi, non? Tu peux être bénévole en entreprise si tu as envie, j'ai envie de te dire. Mais je ne suis pas sûre que ça soit pour ça qu'on se lève le matin. Non, enfin, pour moi, c'est vraiment une évidence. Après, c'est vrai que quand on démarre sur un poste ou quand on démarre dans la vie active aussi, on n'a pas forcément la même approche. Je pense qu'on évolue aussi en fonction de nos parcours de vie. Mais quand bien même on nous instaure en fait en entreprise, voilà, ce sujet tabou en fait, non, parlez pas de salaire entre vous, non, de toute façon vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas comment dire, le même bagage universitaire, etc. On rentre pas tous au même salaire, donc on va pas vous dire le salaire des autres. Ok, tu veux pas me le dire, mais moi je vais te parler de moi.
Et du coup, parler de soi et se dire, bah voilà, aujourd'hui, surtout quand on a nos fameux bilans annuels, où du coup, quand ça se passe bien, on se dit, bah si ça se passe bien, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Et du coup, pourquoi ne pas se mettre en avant à ce moment-là, en fait? Il faut savoir saisir les opportunités. Alors forcément, on peut tomber sur des managers, et ça a été mon cas pendant des années. Et faut savoir aussi l'apprécier, d'être poussé et de demander des valorisations de salaire. Mais à un moment donné, faut pas le prendre pour acquis que son manager va tout le temps penser à vous pour la valorisation de salaire, parce que on n'est pas les seuls dans une entreprise. Et c'est de se dire, en fait, c'est trouver le bon moment et l'opportunité où se noter, parce que parfois on se dit, oh là là, on arrive en bilan et puis on se souvient plus de qu'est-ce qu'on a bien fait, parce que le syndrome de l'imposteur, etc. Donc en fait, moi, mon astuce, c'est de noter tout au long de l'année, à chaque fois qu'on m'a dit, ouais, c'est bien, ah, t'as fait un truc en plus, ou alors tiens, t'as pris une mission en plus. Et du coup, les petits pas tous ensemble, justement, le jour J, quand ça arrive et quand ils s'y attendent pas, on va avec et du coup, on justifie. Et j'avais un exemple que je t'avais partagé, je crois, quand on s'est retrouvés. C'est de te dire, voilà, j'ai pris une mission en plus, moi, dans mon entreprise, parce que qui peut plus, peut moins, mais en tout cas, j'ai fait plus. Et j'ai pris une mission transverse, et en fait, j'ai négocié en prenant cette mission, en disant, bah voilà, en fait, demain, vous me demandez de faire plus. Donc, du coup, qu'est-ce que vous me proposez, en fait, en retour? Ils s'y attendaient pas. Mais du coup, je l'ai fait. Mon entretien, je l'ai préparé. J'ai obtenu des choses, pas tout. Mais en fait, si on n'ose pas, on n'a rien. En tout cas, c'est ma vision. J'ai envie de rajouter quelque chose. Vas-y. Oui, j'ai envie d'aussi, alors même si je ne suis plus dans le salariat, mais quand on parle de revalorisation des rémunérations, et ça se pose aussi sur l'entrepreneuriat, revaloriser aussi nos prix, en fait, oser augmenter nos prix. Moi, ce qui vient me chercher là-dedans, c'est notre relation à l'argent. Qu'est-ce que ça dit de nous quand on ose demander une augmentation? Dans mon livre, j'en parle, je me suis beaucoup aidée des concepts des drivers financiers. Donc les drivers, c'est un concept qui a été développé par Tybee Keller, un psychologue américain. Donc lui parlait de drivers, moi je l'ai, on va dire, personnalisé sur la partie finance. Et donc il y en a 5. Il y a le fait plaisir, le soi parfaite, le fait des efforts, le soi forte et fais vite, je crois, dépêche-toi, voilà. Et par exemple, sur cet exemple-là, oser augmenter ses prix, oser augmenter sa rémunération, souvent, pour les femmes, ce qui vient les chercher, c'est les drivers fait plaisir, parce qu'on a été conditionnées petites à vouloir faire plaisir aux autres. Nos parents, nos mamans, moi je pense souvent à ma maman et à ma grand-mère aussi, fait plaisir. Mange ce plat d'épinards que tu détestes, mais fais plaisir parce que j'ai passé tellement de temps. Donc en fait, quelque part, on nous a conditionnés à faire plaisir aux autres. Derrière se joue cette culpabilité. Et derrière, ensuite, adulte, quand on a des situations comme celle-ci, c'est compliqué en fait parce qu'on cherche à faire plaisir à l'autre. Donc du coup, on a peur de décevoir. On culpabilise rien qu'à l'idée de demander, donc on ne le fait pas. Donc il y a ce driver-là, il y en a d'autres aussi, il y a le fait des efforts qui revient très souvent chez les femmes, c'est non mais en fait, il faut que je cravache. La vie, elle est dure. J'ai vu mes grands-parents bosser comme des dingues, j'ai vu mes parents ne pas compter leur temps. Donc moi là, au niveau de mon boulot, là, il faut que je cravache en fait pour mériter mon salaire. Donc tant que je sens que je ne l'ai pas mérité, je ne vais pas demander une augmentation. Il y a le soi forte aussi qui est très présente chez les femmes. C'est en mode, mais non, en fait, moi, je suis la Wonder Woman, en fait. J'ai été élevée par une super maman, peut-être maman solo, en tout cas qui m'a montré qu'il fallait être forte dans la vie. Donc, compliqué après, adulte, quand on ose demander quelque chose, on ose demander un service, on ose demander quelque chose à quelqu'un, parce que ça nous renvoie à une vulnérabilité qu'on n'a pas envie de ressortir, parce qu'on se dit, non, mais je suis forte. Et je ne vais pas demander aux autres, en fait. Je sais faire sans les autres. Donc, ce que j'en retiens, c'est si j'ai envie d'aller négocier mon salaire, j'apprends à me connaître, je décode un petit peu ce qui s'est passé et comment je fonctionne. Et 2, je me prépare. Stéphanie, elle est dans le voyage, mais elle nous a dit, n'y allez pas en touriste. C'est ça le message. N'y allez pas en touriste. Préparez votre entretien, préparez les arguments, apprenez finalement à vous vendre lors de cet entretien. Oui, et puis du coup, juste pour compléter, c'est en fait, je pense qu'on ne pense pas, c'est une relation vraiment gagnant-gagnant en fait.
on n'a pas le manager n'a pas forcément une posture de supériorité, en tout cas par rapport à nous. Aujourd'hui, on travaille de manière collaborative, je trouve. Enfin, ça évolue quand même dans les entreprises. Et du coup, on travaille en équipe. Donc voilà, qu'est-ce qui gagne à m'avoir? Qu'est-ce que je gagne à du coup leur fournir en fait un service. Donc en fait, on est dans le serviciel quelque part. Donc il y a ce que je dois faire qui fait partie de ma mission. J'en fais plus, bah du coup, c'est normal que je me mette en avant. Et dans le faire plaisir, il y a se faire plaisir aussi. Alors justement, Mélanie, le plaisir, donc il y a faire plaisir aux autres, se faire plaisir à soi. Cette notion de plaisir, on en a parlé aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire autour de ça? Finalement, le lien entre l'argent, le plaisir, c'est large comme sujet. Ouais, moi, mon driver principal, c'est le plaisir, du coup. J'aime bien l'appeler le kiff. Quand je choisis un projet, je ne choisis pas nécessairement uniquement pour l'argent. C'est la thématique de cette table ronde. Je le choisis parce que dans mon filtre, il correspond à mes valeurs et parce que quelque part, j'y trouve du plaisir. Et là, aujourd'hui, on est sur un salon entrepreneurial. Si demain, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'était ce que tu disais tout à l'heure. Le driver principal pour moi, c'est pas faire de l'argent, puisque sinon, à la première difficulté, je vous dis, vous allez avoir du mal. Il vaut mieux que quand même le projet vous porte, les valeurs de ce projet vous portent, le message vous porte, l'objectif du projet vous porte. Et pour moi, c'est ça le vrai secret du bonheur, en fait, tu vois. C'est prendre du plaisir dans tout ce que tu fais, au-delà de l'argent. Alors cet événement, il est à la fois pour celles qui sont déjà entrepreneurs, en porteurs de projets, qui sont salariés, qui sont en réflexion. Il est vraiment pour tout le monde. On a évoqué le slashing, donc le fait d'avoir soit plusieurs activités, d'ailleurs on les a peut-être à peu près toutes sur cette scène, donc soit d'avoir plusieurs activités dans l'entrepreneuriat, soit d'avoir une activité dans l'entrepreneuriat et aussi de développer un projet en parallèle. Est-ce que ça fait partie d'une des solutions pour gagner plus? Alors, moi, j'ai toujours eu plein de passions dans ma vie, plein de choses que j'ai aimées et que j'aime toujours. Et j'ai commencé dans le salariat. Alors, j'ai pas eu une grande carrière dans le salariat en réalité. J'ai fait 4 ans de salariat et ensuite, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et j'ai toujours eu un grand rêve, c'était de me dire, je veux avoir plusieurs sources de revenus parce que s'il y en a une qui flanche, bah demain, j'en ai d'autres. Un petit peu comme, j'aime bien cette image de la pieuvre, vous savez, qui a ses tentacules. Et si jamais il y en a une qui par malheur, est coupée, bah, il y a quand même les 7 autres. Je crois qu'il y en a 8, il me semble. Je crois qu'il y a 8 tentacules. Bref, tout ça pour dire que si on a plusieurs sources de revenus, on est plus fort. Et du coup, c'est comme ça que moi, je me suis construit. Du coup, j'ai eu les revenus salariés. Ensuite, je rêvais d'entreprendre, mais je ne savais pas trop comment faire. Je m'étais dit, OK, tu vas construire ton patrimoine immobilier pour venir compléter tes revenus si tu quittes le salariat. Ensuite, j'ai remplacé mon salaire avec l'immobilier, donc ça, c'était super. Et ça m'a permis d'entreprendre en étant beaucoup plus sereine, en me sentant beaucoup plus sereine. Et en fait, du coup, maintenant, j'ai plusieurs sources de revenus issues de tous les business et de l'immobilier, bien sûr. Donc voilà, et ce que je veux vous dire, c'est que quand il y a une crise, et il y en a plein, on en traverse plein tout le temps, enfin chaque année il y a un nouveau truc, et ben s'il y a une tentacule qui est plus là, c'est pas grave, on en a d'autres. Et c'est ça la vraie puissance d'entreprendre, de préparer ses finances, de tous les sujets qu'on est en train d'aborder aujourd'hui en fait. Est-ce que ça a toujours été le cas, du coup, d'avoir toutes ces ressources et cette sécurité? Tu nous as dit, là, j'étais sereine. Comment, si on se projette peut-être dans la situation de certaines d'entre vous, où aujourd'hui, sur les comptes, c'est compliqué, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire? Comment se sentir en sécurité? Comment, de ton côté, tu as démarré? Comment j'ai démarré? La boulangerie? Oui. Et c'est très belle, super transition. Alors, donc je vais rebondir là-dessus, merci. Elle m'aide, elle me fait des petits mémos. Comment j'ai démarré? En fait, j'étais salariée, je gagnais à peu près... moi, j'étais commerciale, j'ai toujours été dans le commerce. Donc, je gagnais à peu près 1 500 € de fixe et tout le reste, c'était que du variable. Donc, je pouvais aller jusqu'à 3 000 et mon meilleur salaire, ça a été 5 000 €. Donc, super chouette. Néanmoins, quand tu as ce petit chiffre qui s'affiche en bas à droite à chaque fois que tu as ta fiche de paye, tu te dis, bah, il ne faut pas que, si je me lance dans l'entrepreneuriat, que je me retrouve avec 0.
Et du coup, vu que je voulais pas brûler les bateaux et que j'avais peur, et ben, je me suis dit comment je peux faire pour me lancer, mais sans prendre trop de risques. Du coup, je me suis dit, bah, peut-être que tu peux aller chercher un job alimentaire. Et à cette époque-là, je me suis dit, OK, si je fais un job alimentaire, il faut quand même que ça me plaise. Donc, il faut quand même que ce soit dans le contact humain, le commerce, etc. Et à l'époque, ma mère, elle me dit, bah tiens, si tu veux, il y a la boulangerie du coin, là, juste à côté de chez nous, qui recherche une vendeuse. Et du coup, j'ai dit, bah allez, let's go, je me lance. Donc, je quitte le salariat, je me lance en tant que vendeuse. Donc, il était clair pour moi que c'était un job de transition. Voilà, un job de transition. Et grâce à ça, ce super job, je vendais des pains au chocolat, je m'éclatais. Et en même temps, j'avais mon entreprise, ma micro-entreprise à l'époque que j'avais créée. Et vu que je travaillais soit les matins, soit les soirs, bah, j'avais soit le matin, soit l'après-midi, du coup, pour pouvoir travailler sur mon business. Et le deal que j'avais fait avec moi-même, et d'ailleurs, je l'avais dit à la patronne de l'époque de la boulangerie, je lui avais dit, voilà, moi, mon objectif, c'est de rester 1 an. Dans 1 an, je m'en vais. Mon objectif, c'est de créer ma boîte, de remplacer le salaire que j'ai actuellement dans la boulangerie. C'était 1600 euros, je crois, par mois. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, tu vois, je suis allée avec une transition. Voilà. Pas le fameux grand saut qui parfois fait peur et immobilise. Peut-être que Christelle, il y a eu certaines de tes clientes qui ont tout lâché et qui sont peut-être venues te voir, on va dire, un peu après en disant « Ah, bah là, c'est zéro, qu'est-ce que je fais ?» Ouais, ça arrive. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, c'est pas ce que j'ai fait aussi, parce que comme j'étais investisseuse en immobilier, c'est vrai que j'avais déjà en fait cette diversification de revenus. Ça m'aidait. C'était pas suffisant, mais ça m'aidait. Et effectivement, la meilleure des choses, c'est de se dire, OK, si je me lance dans l'entrepreneuriat, que j'assure mes arrières aussi, soit en diversifiant, en étant déjà aussi au clair sur ses finances. D'ailleurs, on n'en a pas vraiment parlé, mais la clarté financière, c'est primordial en fait, parce qu'on parle d'éducation, d'enrichissement, etc. Mais si déjà vous n'êtes pas au clair, et moi je ne l'étais pas non plus, au clair sur mes finances, bah, c'est compliqué aussi de savoir quels sont les leviers qu'on peut activer. Alors justement, ça me fait penser à un frein auquel j'avais pensé quand tu parlais en disant « Vous faites un tableau ». Mais est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous à qui on a dit non mais les maths c'est pas fait pour toi, les chiffres t'y arrives pas. Et après on nous dit mais madame, gérez votre argent. Ah mais comment je fais, j'ai pas les compétences. Est-ce que ça c'est pas un des gros freins? Ah non mais moi le tableau, à partir du moment où il y a des chiffres, je vais pas y arriver. Alors là, je peux dire que moi, je suis historienne à la base, donc. Et puis ma maman m'a tellement répété, ma fille, t'es pas une matheuse. Et je me souviens encore de mon prof particulier qui s'arrachait les cheveux pour m'aider à passer le bac. Donc je me dis, mais je reviens de loin, c'est quand même fou. Je suis coach et formatrice financière, mais à la base, je mets pas les chiffres en fait. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai appris à aimer ces chiffres. Et parce que ça me renvoyait justement sur qu'est-ce que je pouvais vraiment faire, qu'est-ce que je pouvais enclencher, qu'est-ce que je pouvais, par exemple, financer mes voyages. On a besoin de chiffres pour savoir comment on peut financer nos voyages. Si on veut passer des expériences avec nos enfants, on a besoin de chiffres aussi. Donc, en fait, les chiffres, c'est derrière mettre surtout du sens sur ces chiffres. Et à ce moment-là, je peux vous dire on n'a pas besoin d'être une matheuse. Et maintenant, en plus, avec l'ère de l'IA et autres, je trouve qu'on a des outils qui nous facilitent la vie. C'est encore une fois juste être en conscience sur ce que vous voulez faire, mettre du sens. Et faire le fameux ce qui rentre, ce qui sort, ce que j'aimerais sortir si j'avais les moyens de me permettre tout ce que je veux. Depuis tout à l'heure, on utilise beaucoup les termes investissement, épargne. Peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est pas très clair. Si aujourd'hui vous recevez une somme d'argent, est-ce que vous avez une stratégie? Est-ce que vous dépensez tout parce que le plaisir, oh Est-ce que vous empruntez? Je reçois 2000, je vois un truc à 3000, c'est pas grave, j'emprunte 1000. Comment peut-être quelques astuces sur les bonnes pratiques quand il y a une somme qui arrive? Je vais rebondir sur ce que tu disais parce que tu parlais de clarté. Donc tu parlais de clarté financière, mais là pour moi, pour répondre à cette question de la meilleure des manières, il faut savoir quels sont nos objectifs. Parce que si les objectifs ne sont pas clairs, donc quand je parle d'objectifs, c'est pas un truc, comment dire, pas clair. Ouais, voilà, c'est quoi vos objectifs? C'est-à-dire, vous voulez réaliser un safari en 2026 avec votre famille, ok, ça coûte combien un safari pour 2 adultes? 4 000 € par personne, ok, c'est 8 000 €.
Comment je fais pour gagner ces 8 000 €? Si je reçois une somme, est-ce que je prends une partie de cette somme pour un carré qui est le carré plaisir, et ensuite l'autre carré, je ne sais pas combien tu as reçu dans cette donation ou cet héritage, je ne sais pas, si on part sur 100 000, bah, tu peux te dire, ok, je garde 10% pour le plaisir, par contre le reste, il faut que je construise la suite. Donc est-ce que je vais préparer ma retraite? Encore une fois, objectif, on parle de retraite. Combien il me faut pour pouvoir bien vivre correctement à ma retraite? C'est quoi? C'est 1 000, c'est 2 000, c'est 3 000, c'est 5 000? Et ensuite, comment je prépare et comment je pose la stratégie qui me permet d'atteindre ces objectifs. Voilà. Et après, les leviers, il y en a plein. Les typologies d'investissement, il y en a plein. Et toi, est-ce que tu as une stratégie quand ton salaire arrive en se disant j'en réinvestis un petit peu, j'épargne? Est-ce que tu t'es défini un montant d'épargne avec lequel tu es à l'aise? Est-ce que tu t'es posé cette question ou tu continues d'épargner ce que tu n'utilises pas? Alors, clairement, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me posais zéro de ces questions. Il faut savoir se le dire aussi, c'est important. En fait, on part tous d'un point différent. Et alors qu'à l'époque, j'avais déjà investi dans l'immobilier parce que j'avais été poussée par mes parents, mais en fait, je le laissais, bon, c'est dans un coin, je m'en occupe pas, etc. Sa vie, on verra à la retraite. Après, du coup, voilà, les événements de la vie font qu'on évolue et qu'on se dit, bon, ben, du coup, moi, je suis peut-être encore le bébé pieuvre, tu vois, par rapport à la pieuvre dont tu parlais tout à l'heure. Donc, je pense que j'ai encore à grandir là-dessus. Mais je pense que c'est important ce que tu disais sur le fait que il faut se garder une partie de ce qu'on gagne pour se faire plaisir. C'est important. Et c'était quand? C'était il y a 1 an, quoi. J'ai échangé pour la première fois avec un gestionnaire de patrimoine. Ça m'était jamais arrivé avant. Et du coup, c'est de se poser des questions, de créer ce fameux tableau. Combien je dépense, combien je gagne et combien, en fait, par rapport à ce que je gagne, qu'est-ce que je veux garder pour mon plaisir? Moi, je fais voyager les gens, mais j'aime voyager aussi. Donc forcément, en fait, si je réinvestis tout ce que je gagne dans mon entreprise, il ne me reste plus rien pour vivre au quotidien et pour profiter de la vie. Parce qu'en fait, si on ne se sent pas bien, en fait, on n'est pas heureux tous les jours, peu importe le métier que l'on fait. Donc, il y a toujours, je pense, cette partie de l'équilibre. Et quand on ne sait pas faire, et comme c'est mon cas, je vais encore le dire que c'est mon cas aujourd'hui, de se dire, d'oser et de se dire qu'on a besoin d'être accompagné, pour moi, c'est pas mal de le dire. C'est juste assumer qu'on a un objectif, qu'on veut l'atteindre et qu'on ne sait pas forcément l'atteindre tout seul et qu'il y a plusieurs voies pour y arriver. Il faut juste trouver la bonne voie, la bonne personne avec qui aussi ça va bien se passer parce que c'est aussi une question, je pense, de feeling. On ne va pas se faire accompagner de la même façon par 2-3 personnes. Ça peut être différent. Donc, je pense que j'ai encore plein de questions, moi, à me poser. Et du coup, là, ça m'en fait poser plein. Donc, c'est génial. Merci. J'ai survécu. Tu parlais d'héritage tout à l'heure, et alors moi, j'ai très souvent le cas de personnes qui viennent me voir pour me dire j'ai une somme d'argent qui m'a été léguée par mes parents, par ma grand-mère, c'est souvent les grands-parents d'ailleurs, et je ne sais pas quoi en faire. Et souvent, ce qui se passe, c'est pas qu'elles ne savent pas vraiment quoi en faire en fait, parce que maintenant on est dans une ère où on trouve tout. On a toutes les informations possibles. Il suffit de googliser, etc. Vous trouvez toutes les informations. Par contre, ce qui se joue derrière, c'est j'ose pas parce que cette somme ne m'appartient pas. Souvent derrière, en fait, il y a vraiment un héritage émotionnel à gérer. Et ça, on n'en parle pas assez. C'est OK, en fait, j'ai cette grosse somme et j'ose pas la prendre parce que quelque part, même si j'en ai peut-être pas conscience, mais j'ai peur de la perdre, j'ai peur de sacrifier tout le travail que peut-être mes grands-parents ont fourni derrière, donc j'arrive pas à aller de l'avant. Donc c'est aussi important de se dire qu'il n'y a pas qu'une question de faut savoir sur quoi investir, faut avoir des objectifs, faut être clair financièrement, etc. Tout ça c'est hyper important, mais c'est aussi comprendre ce qui se joue au début, à l'origine, ce qui se cache derrière, notamment en termes de loyauté. Là, c'est le cas. Merci Christelle. On arrive sur la fin de cette table ronde. On va attaquer le tour de table final. J'aimerais bien que vous partagiez aux personnes qui nous écoutent ce que vous diriez à la personne que vous étiez il y a 10, 15, 20 ans. Je vais commencer.
Je pense que je lui dirais fais-toi encore plus confiance et ose encore plus. Je pense que j'ai pas assez osé, mais du coup, il est jamais trop tard par rapport à ce que disait Christine. Il n'y a pas d'âge pour oser entreprendre, il n'y a pas d'âge pour oser prendre soin de sa santé et sa sécurité financière. Donc toujours oser plus et être plus ouvert en fait aux opportunités et de pas rester dans le jugement que l'on pense que l'on aura de nous. Sur 10 ans, on va dire, depuis... En fait, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. Donc, je vois en fait tout le parcours. Et là, ça n'a pas lié... C'est pas le lien avec l'argent. C'est vraiment le lien avec la connaissance que j'ai pu avoir de moi. Et à la Christelle qui était là il y a 10 ans et qui s'apprêtait à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est tu vas pouvoir gagner en confiance, mais déjà en investissant sur toi, en travaillant sur toi, en apprenant à te connaître en fait. Ça part vraiment d'une découverte, d'une exploration et d'un enrichissement personnel avant la partie financière. Elle est dure ta question. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de répondre que je ferais tout pareil. Je ferais tout pareil parce que c'est toutes les erreurs que j'ai commises jusqu'à maintenant qui font la personne que je suis aujourd'hui, avec les connaissances, les compétences que j'ai aujourd'hui. Donc bien sûr, ça revient à se faire confiance, ce que tu dis, Christelle aussi. Mais franchement, je referais tout pareil. Je changerais rien. Même les grosses erreurs qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent, je les referais quand même. Tu veux dire que quand on fait des erreurs, on apprend et qu'on perd jamais? C'est ça. Soit je gagne, soit j'apprends. Ouais, clairement. En fait, je pense que c'est vraiment ça le message. C'est plus tu te plantes vite, non mais c'est vrai, plus tu apprends et plus tu progresses. Donc en gros, allez-y quoi, allez vous gameler. Comme les enfants, j'ai pas d'enfant encore, bah, il est dans mon ventre là, mais je pense que ça va être ça le message. Vas-y, tombe, refais. Et je pense qu'on est tous pareils. C'est ça le message. Et on nous a appris à marcher, on ne nous a pas forcément appris la sécurité financière ou en tout cas montré le chemin. Donc comme je pense que vous l'avez toutes partagé, il n'est pas trop tard. La sécurité financière n'est pas réservée ni aux riches ni à quelques privilégiés. Vous avez plein de pépites, d'astuces, de partage d'expériences qui, j'espère, ont enrichi votre réflexion, qui vont vous permettre, comme je vous l'avais proposé au départ, de repartir avec une décision pour votre sécurité financière. Demain, ou même ce soir, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais passer à l'action? Je vous remercie, Christelle, Mélanie, Stéphanie, merci beaucoup.